Le visage de l'audace, je suis avec Hilaire Gandji. Bonjour. Bonjour mon cher journaliste Abdelkader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Il est communicateur et entrepreneur agricole. Il développe et initie des projets agricoles participatifs. Il est le promoteur et directeur de GBS Bioland Agro. Il est spécialisé dans la production et la distribution des espèces forestières, la gestion des projets agricoles, le coaching de création d'entreprises, l'assistant technique dans l'agriculture et diverses prestations. Dans le visage de l'audace de ce matin, comme à l'accoutumée, je suis à la recherche d'un entrepreneur atypique. Je suis allé vous dénicher Hilaire Gandji qui est là ce matin pour partager avec nous son expérience entrepreneuriale. Il va nous dire d'où est parti son amour pour l'entrepreneuriat. Hilaire Gandji, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, dites-nous quel est le parcours, qu'est-ce qui vous a inspiré à l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Bon, d'abord, je vais commencer par mon parcours secondaire. Oui. C'est par là que ça a commencé. Je suis d'une famille modeste. Pour payer la scolarité, il faut parfois aller chercher l'argent soi-même et payer. Parfois, je me rends au Nigeria ou soit mon papa a un moulin de manioc où je dois aller travailler pendant les vacances dedans. Mais là où le déclic a commencé, nous transformons le manioc là dans le moulin, avec papa. Et par jour, on pourrait gagner combien à l'époque? Bon, nous, on nous faisait ça sur l'essence. On finit un litre d'essence, on nous paye 3 000 francs. Mais nous, on est au-delà de ça. Les 3 000 francs qu'on trouve, on a encore notre part dedans. Je suis avec un frère, il s'appelle Soudine, bienvenue en ce temps-là. Bon, au secondaire, bon, je suis resté plus avec mon oncle. Avec votre oncle? C'est dans quelle commune du pays? Je suis resté dans la commune de Pomancé. Et puis, bon, à Zinvier, je passais mes vacances précisément à Zinvier. À Zinvier. Oui. Donc allez-y, voilà. Oui, allez-y de votre récit. Et après ça, bon, c'est arrivé au campus que tout a commencé. C'est là j'ai commencé petit à petit. Arrivé sur le campus, j'étais déjà à secourir. Je dois prendre mon secours. Pour déposer mon dossier de secours, ce n'était pas du tout facile pour moi. Un jour, je m'étais déjà rendu sur le campus à 4 h du matin et j'ai fait le rang comme tous les autres. Mais jusqu'à 9 h, 10 h, le dossier est toujours dans ma main. J'ai vu un ami et lui faisait partie des états-majors. Il m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu fais? Il faut rejoindre le groupe et tu vas commencer, tu vas déposer ton dossier facilement. Et c'est le même jour, en même temps, on m'a demandé le nom. Bon, je tais le nom ici. J'ai donné un nom de soldat et c'est par là ça a commencé. J'ai eu la facilité le jour-là de déposer mon dossier. Après, j'ai commencé par aider d'autres personnes. Bon, moi, je n'étais pas rentré dans l'état-major ou bien dans les institutions estudiantines pour d'autres choses. Moi, j'avais déjà ma vision en tête et c'est là, ça m'a donné aussi d'autres opportunités. Et c'est là, j'ai créé mon première entreprise avant de finir le campus, la 3e année en 2015. J'ai créé un parking de moto qui continue d'exister jusqu'à présent. Un parking de moto, où ça? Sur le campus d'Abomey-Calavi. Et comment ça fonctionnait, ce parking de moto? Bon, on a un garde-vélo, c'est ça? Un garde-vélo, oui. Voilà. Et donc, j'ai créé mon garde-vélo. Et dans le même temps, j'ai des amis, on était au moins 4 comme ça, ceux qui ont fini la licence avec moi. Et nous nous regroupons dans le garde-vélo jusqu'à ce que moi, je commence la vacation. Et c'est après ça maintenant, un jour, fortuitement... Vous avez fait la vacation pendant combien d'années déjà? J'ai fait 3 ans. 3 ans, oui. Mais uniquement dans les établissements publics. J'aimais pas trop les privés. Les privés, okay. Sinon, j'avais les sollicitations. À ce niveau, un jour, vous étiez dans votre récit, un jour, je dois me rendre à Wenhi. Et je ne voulais pas garder de voiture. J'ai pris taxi. Le jour-là, le taxi... Quand vous étiez vacataire, vous avez déjà de voiture? Bon, j'ai commencé déjà, je vais venir là. J'ai commencé déjà. Après, j'étais dans la vacation quand j'ai laissé. J'étais encore dedans. Quand on m'a trouvé une autre opportunité, j'ai passé un petit test là. Je suis admis pour communicateur quelque part dans une institution de la place. Donc, c'est là, j'étais. Et un jour, il y a un collègue, c'est l'un de nos collègues qui a perdu son papa et on doit se rendre à Wenhi. Normalement, moi-même, je dois aller dans notre véhicule administratif. Mais je me suis dit non, parce que j'ai d'autres programmes encore sur Boycon. Donc, on a pris le taxi.
le taximan nous a tellement serré, il a mis au lieu de 3 ou 4 personnes derrière, il a mis 5 personnes. Moi, j'aime amuser un peu la galerie. Et c'est pas là, j'ai commencé par animer du fait qu'on est serré, tout le monde se plaignait. Bon, je peux dire que depuis mon secondaire, je suis toujours comme ça. Je n'ai pas, comment je vais même expliquer? Je n'ai pas grossi, je suis resté comme ça. Donc, je n'ai pas changé de morphologie, voilà. Et donc, c'est comme ça. Et l'autre aussi, le monsieur en question, il était aussi dans le véhicule. Et comme moi, j'animais tout le monde, nous avons commencé par rire. On ne sait plus si on était trop serré ou pas. Donc, à la descente, moi, j'ai dit, il faut savoir saisir les opportunités. Et il n'y a jamais du hasard. Et c'est comme ça. Et à ma descente, je suis descendu à Boycon. Lui-même, il descend à Boycon. Il continue sur Passagon. Moi, je continue sur Wenki. Et je lui ai dit, bon, lui, il fait quoi? Il m'a dit, il est entrepreneur agricole. J'ai dit, ça marche. Moi, je suis déjà resté avec mon oncle. Il est directeur d'établissement. Et tout son parcours de directeur, on a toujours des champs dans les établissements où il passait par. Et on est obligé d'aller au champ tous les jours, aller travailler parce qu'on n'a jamais acheté les produits vivriers une fois, jusqu'à ce que j'ai quitté chez lui pour continuer sur le campus. Donc, si c'est comme ça, je vais venir vers lui. Après, on va discuter. Il m'a donné son numéro. Je lui ai dit, moi, je suis communicateur quelque part. Et c'est comme ça. On s'est vu prochainement, une autre fois. Et on a échangé. Il a dit, bon, si tu veux, je vais te mettre dedans, dans les semences agricoles. J'ai dit, la passion était déjà là parce que mon papa, il est paysan. Et ma maman, elle est revendeuse. Quand vous allez dans mon village, et si elle autre, elle n'a pas... Ou à Zinvier? Non, à Zinvier ici. Quand vous cherchez Gary un peu partout, vous ne trouvez pas, vous venez chez elle. Si elle est autre, elle n'en a pas, donc ça veut dire que tout le village... Il n'y a pas de Gary à Zinvier. C'est maman quoi? Bon, maman Garino, on l'appelle souvent maman Garino. Donc, papa est déjà cultivateur et on allait au champ. Mon oncle en question, lui-même, mon tuteur, lui-même, il est, disons, directeur et cultivateur, les deux à la fois en même temps. Jusqu'à présent, il est en retraite. Pourtant, il continue d'aller au champ. Il a des fermes un peu partout. Et c'est ce qui, d'ailleurs, m'a poussé après, quand j'ai commencé avec les semences agricoles et les essences forestières. Je me suis dit, bon, il faut aussi créer quelque chose. Il faut innover dans ce que tu fais. Et c'est là, un jour, je venais à Cotonou, au service à Cotonou, parce que mon service est à Saint-Michel en ce temps-là. Je venais à Cotonou un jour, l'idée m'est venue, dans l'embouteillage comme ça, l'idée m'est venue. Il est, mais tu fais déjà un travail, continue comme ça. Et c'est là que j'ai initié le projet Terre d'éclosion. Mais avant le projet Terre d'éclosion, il y avait déjà le projet dans l'agro-business. J'exerçais plus dans l'agro-business où je faisais les trucs, les collectes participatives. Nous rassemblons ensemble pour créer des choses. On peut faire maintenant la culture de maïs ou de manioc, un peu de cette chose-là. Bon, j'ai dit, si c'est comme ça, il faut aussi mettre d'autres choses en place. Il ne faut pas seulement rester là parce que c'est des choses à court terme, ce n'est pas les choses à long terme. Maintenant, c'est là la vision de Terre d'éclosion est venue. J'ai dit, ce projet-là, ça va permettre aux gens. Au départ, ce n'était pas Terre d'éclosion, j'avais juste mis retraite assurée ou bien tontine participative. Mais après, j'ai changé le nom, j'ai dit Terre d'éclosion. Et ce projet, c'est une initiative qui permet aux gens comme nous tous ici maintenant, nous pouvons participer et réserver des terres dans des zones un peu reculées avec tout ce que nous cotisons par mois. On cotise chaque fois et chaque fin du mois. Et quand l'argent est rassemblé, on va acheter des domaines. Mais ce n'est pas seulement acheter des domaines et laisser. Quand on achète des domaines, on exploite le terrain là en mettant une essence forestière au choix. Au préalable, on définit l'essence forestière que nous devons. Merci de préciser. On définit l'essence forestière. Par exemple, l'année passée, et on a fait le palmier sélectionné parce que c'est en janvier 2024, on a lancé le projet et ça a commencé. On a fini la première édition et la deuxième édition commence déjà fin de ce mois. On a déjà des gens, beaucoup de personnes se sont déjà inscrits. Donc, nous allons encore commencer à lancer la deuxième édition. Mais nos projets sont plus situés dans la commune de Djidja. De Djidja ou bien le département du Zou. Parce qu'on a vu que là-bas, les terres sont très fertiles et les terres on a encore de la richesse dans la terre. Donc, il faut profiter. Et aussi, le coût
si nous décidons de prendre un État à Calavi, à Cotonou, ces environs ici, c'est pas 5 millions, c'est pas 10 millions, c'est pas 15 millions. Mais là-bas, déjà avec 700 000, 800 000, nous pouvons trouver des endroits, des terres jusqu'à un État et qui est encore accessible avec voiture ou à moto. Donc, pourquoi ne pas profiter de ces terres? Aujourd'hui, on est dans la commune de Djidja. Nous comptons aller aussi dans d'autres communes qui sont un peu reculées et où on peut trouver la facilité, on peut avoir la facilité d'acheter ces terres et profiter aussi de mettre en même temps les essences forestières. Donc cette année aussi, nous voulons faire aussi le palmier sélectionné. Et ce palmier sélectionné, pourquoi? Pour que ceux qui ont déjà fait la première édition et qui vont faire la deuxième édition, ils puissent profiter en même temps et avoir au moins 2 hectares de palmiers sélectionnés. Et c'est une vision à long terme. On a fait une prévision de 5 ans minimum. Et tous ceux qui vont participer, ceux qui ne vont pas abandonner avant ces 5 ans-là, à la fin, ils auront au moins 5 hectares avec les différentes espèces forestières. Et avec ça, même quand vous allez à la retraite, ça peut vous permettre aussi, et il y aura un suivi, il y aura l'assistance technique, c'est pourquoi j'avais parlé d'assistance technique. Il y aura d'assistance technique, on ne va pas laisser seulement quand vous finissez la première année normalement, on finit avec vous, vous devenez propriétaire parce que vous recevez tous les papiers, les documents administratifs qui attestent que c'est votre domaine désormais et vous devenez propriétaire à vie de ce domaine-là. Mais mis à part ça, nous on est là encore pour le suivi, on vous aide dans l'assistance technique. Quand est-ce qu'il faut faire, par exemple, s'il faut mettre de l'engrais, on vous dit il faut mettre de l'engrais à tel moment donné. Et si vous avez besoin des gens de main-d'œuvre, on est là à vous accompagner aussi dans la main-d'œuvre et tout, jusqu'à ce que vous commencez par gagner vos premiers revenus dans ce que vous avez fait dans la première édition. Et par exemple, si c'est le palmier sélectionné, comme c'est ça on a fait, vous commencez par gagner déjà à partir de 4 ans et nos palmiers sélectionnés vont commencer par rentrer en fructification et commencer par donner. Vous êtes dans le domaine il y a combien d'années maintenant? J'ai commencé en 2019 parce que c'est en 2019 que j'ai rencontré Monsieur Fidèle à Gokun. Et il est aussi, il est entrepreneur et c'est lui qui m'a amené vraiment à commencer ce parcours. Et c'est là le déclic a commencé. C'est là le déclic a commencé. Et donc aujourd'hui, si on peut comprendre bien votre histoire, vous faites du coaching pour tous ceux qui ont l'ambition d'aller à la terre, c'est ça? Oui. Alors, ce coaching-là, comment ça se passe réellement? Est-ce qu'il suffit juste que j'ai l'ambition d'acheter une terre et tout de suite cela est acquis? Non, bon. Ça dépend de votre... On demande d'abord tout ce que vous voulez faire d'abord. Et c'est après ça. Bon, par exemple, si vous avez déjà de terre et vous ne savez pas ce que vous allez... Actuellement, nous assistons des gens comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des terres. Mais depuis des années, ils ont acheté, ils n'ont pas pu exploiter ça. Et c'est là. Et quand ils viennent vers nous, ils demandent comment ils vont faire. Nous, on les explique comment ils peuvent faire pour valoriser cette terre-là. Donc, si vous venez maintenant, vous ne connaissez même rien dans l'agriculture et vous voulez valoriser votre terre, nous, on est là quand même pour vous donner. Oui, Est là pour vous donner le coaching nécessaire. Moi, ma question, c'est de savoir, votre première terre, autant pour moi, elle a été acquise à quel moment? Si c'est pour moi personnel, pour moi personnel, je l'ai pris depuis l'université quand j'avais pris ma bourse. Et j'ai mis de palmiers sélectionnés sur ça, bien sûr. Mais mis à part ça, et pour les autres terres, on louait au départ. Mais c'est maintenant, on a commencé, en 2024, on a commencé. Actuellement, nous avons au moins 18 hectares à notre disposition qu'on a acheté l'année passée. Que vous avez acheté l'année passée. Mais comment vous avez pu y arriver de la première parcelle à 18 hectares aujourd'hui? C'est ça, j'avais expliqué tout à l'heure que c'est... Quelles sont les valeurs humaines qui vous ont conduite à cet accomplissement? Bon, c'est parce que j'ai vu que d'abord, quand... Est-ce qu'il n'y a pas eu d'obstacle pour vous lorsque vous avez commencé la terre? C'est ça, je vais expliquer. J'ai vu que seul souvent, quand on décide de faire les choses, on n'arrive pas à le faire à temps. On n'arrive pas à atteindre souvent ses objectifs. Quand on est seul. Et quand on est seul. Et c'est là le projet Terre d'éclosion dont je vous ai parlé. Et ce projet-là, c'est un regroupement de personnes, que ce soit salariés, entrepreneurs, n'importe. Et on s'associe. Et quand on cotise, parce qu'on n'est plus seul, on a cette facilité. Nous cotisons maintenant et l'argent qu'on cotise, ce n'est pas à prendre pour aller faire d'autres choses. On prend en même temps pour aller vers les terres, pour acheter ces terres-là. Pour acheter ces terres-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, si on pose la question de savoir, qualifiez-nous votre parcours en 3 mots. Qu'est-ce que vous allez dire?
D'abord, il y a la vision, il y a la foi et la détermination. Moi, j'aime toujours le travail. J'aime d'abord faire le bénévolat Oui. parce que je peux dire le bénévolat et le volontariat m'ont ouvert beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités Le parce que bénévolat, comment? Vous avez aidé des j'ai gens aidé des par gens, altruisme, par respect. pas altruisme, par respect. D'abord, je peux dire quand j'étais sur le campus, et c'est par là ça a commencé, j'aidais déjà le rectorat et à faire l'assainissement de la zone master où j'ai implanté par exemple Votre garde de l'eau. mon parking de moto. Oui. Je l'aidais déjà sans rien prendre en retour et c'est là j'ai eu l'idée de mettre quand même quelque chose. Au départ, c'était pas du tout la joie. Il y avait ces hauts et bas dedans où vous venez, c'est pas facile. Après, on nous a exigé une caution aussi qu'il faut avoir d'abord, il faut avoir au moins jusqu'à 1 million avant d'installer de parking. C'était pas facile, mais j'ai eu des mentors aussi, des gens qui m'ont guidé dans ce sens jusqu'à ce que, Vous soyez là aujourd'hui. voilà. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que pour être à l'accomplissement, il faut avoir été véritablement éprouvé dans la vie? Oui, je suis parfaitement d'accord. Moi, je peux dire quand on a commencé les projets participatifs de culture de maïs, de manioc, de Et de quoi? cassoulet. Vous êtes dans l'émotion, vous vous rappelez des Non, choses. surtout le projet des cassoulets, c'est un projet qui m'a beaucoup fait mal. Ça m'a fait payer des millions à mes collaborateurs, à ces participants, ceux qui m'ont aidé à mettre le projet en place. Parce qu'on a fini, moi j'étais en pleine mission et à Kandi, quand on m'a appelé que les bœufs sont rentrés dans mon champ de 11 hectares, ils ont dévasté tout le champ et tout le champ a été détruit. J'ai commencé les démarches administratives, c'est qu'il faut aller vers les gens. J'ai trouvé des gens, ceux avec qui je travaille, j'ai cherché à ceux qui m'aident. J'ai touché pas mal de personnes, des hauts cadres quand même, et qui n'ont pas pu jusqu'à présent, et le projet est resté comme ça. Mais dans nos contrats, parce que nous signons des contrats avec nos partenaires, dans nos contrats, s'il y a ce genre de choses et ce n'est pas réglé, il faut que toi-même tu fais sortir parfois l'argent de ta poche pour pouvoir payer. Et j'ai payé pas mal de millions à ces personnes. Et c'est des gens aussi que je vais d'abord remercier parce que ils ont été vraiment patients, ils ont compris que c'est donc dans ça, il y a toujours ces difficultés. Et sur le campus, comme j'ai parlé du parking aussi, j'avais rencontré d'énormes difficultés. Mais ces difficultés ne nous ont pas empêché de prendre. Non, ça ne m'a pas empêché. Moi, quand même, j'ai des difficultés. J'aime transformer mes difficultés en des opportunités parce que ces difficultés, je me dis, je dois les surpasser à chaque fois. Donc, voilà un peu. J'ai eu assez de difficultés que j'ai su transformer en des opportunités et je continue toujours. Là où j'ai travaillé également, c'est comme ça. Et dans l'administration, vous savez tout ce qui se passe. C'est pas facile aussi. Et il y a peut-être des collègues toxiques qui cherchent à vous tordre le cou et tout, qui cherchent à vous nuire. C'est pas que quand vous allez quitter peut-être votre poste, ils auront quelque chose à gagner en retour. Hein. Mais c'est des gens qui sont prêts à vous détruire ou bien à vous saboter auprès de vos hiérarchies et tout. Mais on essaie toujours de faire avec et de continuer. Quand vous avez une vision, moi, j'ai toujours dit une chose, je ne pense pas à faire du mal à quelqu'un. Et quand je suis avec des gens, je cherche à montrer ma phase véridique. Et même quand je vais quitter, on va toujours garder un bon lien. J'ai quitté des endroits, des services, mais quand je vais voir les collègues aujourd'hui, on est toujours... ils sont prêts, on va dans des cantines, on va manger, on revient. Donc voilà un peu. Tout ça là, c'est pour dire aussi, il y a des endroits, il y a des collègues, il y a ces difficultés partout. Partout, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans nos services où on travaille, dans nos lieux de travail, il y a toujours ces difficultés. C'est à nous de savoir surmonter ces difficultés et de continuer à avancer. À avancer. Pour finir, un mot à l'endroit de la jeunesse, la jeune génération, vos jeunes frères qui ambitionnent entreprendre et qui parfois ont des difficultés. Un mot à l'endroit de tous ceux qui ont peut-être eu à embraser le même chemin que vous, celui de
de l'agriculture et qui n'ont pas eu les mêmes chances que vous? Bon, merci. D'abord, ce côté, je tiens à dire à toutes ces personnes, et que ce soit nos téléspectateurs, les jeunes, tout le monde, que dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des difficultés. Et si on n'est pas audacieux et on n'est pas persévérant, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Et il faut se donner des objectifs, il faut se donner des défis. Il faut à chaque fois se fixer des défis et que vous cherchez à surmonter. Et là, quand vous avez des défis et vous avez une vision claire de ce que là où vous voulez aller, là, ça, vous avez cette facilité. Quelles que soient les épreuves, et vous continuez d'avancer. Donc, je vais dire à ces jeunes, quel que soit le domaine dans lequel ils entreprennent, de continuer à avancer, de ne pas regarder simplement les premiers échecs et dire ils vont abandonner. On dit il faut toujours continuer. Ils n'ont qu'à regarder le mindset de Cristiano Ronaldo parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je ne le connais pas, mais c'est un joueur qui m'inspire beaucoup par son travail acharné. Et aussi, par exemple, je peux dire, quand je prends le président de la République, c'est quelqu'un et j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il est focus dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il ne regarde pas tout ce que les autres disent autour de lui. Même si vous parlez mal de lui, lui, il avance quand même parce qu'il a un objectif clair. Il s'est déjà défini des objectifs avant de commencer son travail. Donc, c'est comme ça. Si on veut évoluer, on doit avoir des objectifs et ne pas regarder seulement les difficultés. Il faut aussi regarder au-delà des difficultés pour voir ce qui peut nous amener à atteindre nos objectifs et avoir notre noblesse dans ce que nous faisons. Merci à vous, Hilaire, pour ce grand oral que j'ai suivi avec beaucoup d'admiration et d'émotion, si je peux le dire ainsi. Vous allez rester en plateau. On va passer à présent à la tribune virale où on va débattre autour d'un sujet de société.